Très bien, on peut démarrer. Oui. Très bien. Alors, avant toute chose, donc je rappelle que les micros et les caméras sont coupés pour le bon déroulé de ce webinaire. En deuxième remarque, je voulais vous informer que si jamais vous êtes déconnecté de ce webinaire, vous avez juste à recliquer sur le lien que vous avez reçu par mail pour revenir. Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue pour ce webinaire sur le photovoltaïque et l'autoconsommation. Donc, ce webinaire est présenté par Jérôme Wang, Arnaud Husneau, Frédéric Tamusier, donc moi-même, de l'Agence locale de l'énergie et du climat. On a aussi Johannes Jonk pour la Maison de l'Habitat et du Climat. Et enfin, on Bonjour. a un professionnel, Yannick Hérad, de l'entreprise ADER. Donc avant de commencer, je vais vous présenter les deux structures qui sont l'Agence locale de l'énergie et du climat et la Maison énergie habitat climat. Donc ce sont des services publics de promotion de la rénovation énergétique. Nous fournissons des conseils neutres et gratuits aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités pour la rénovation énergétique et sur les volets réglementaires, de la technique et aussi des aides financières. Nous sommes neutres et gratuits, nous sommes financés par la métropole, les collectivités, le département, la région et aussi l'ADEME pour nos plus grands financeurs. Nous menons plusieurs activités, donc des activités de conseil, d'animation d'ateliers, de webinaires, mais aussi on anime un réseau professionnel pour vos travaux de rénovation énergétique. Donc, nous avons plusieurs secteurs d'intervention. Donc, si vous êtes situé dans le pays d'Aix ou le pays salonnais, il faudra contacter la Maison Énergie Habitat Climat. Les coordonnées sont ici. On vous les redonnera dans le mail qui suit la présentation. Si vous êtes sur Marseille-Provence ou pays de Bagne et de l'Étoile, il faudra contacter l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc, ce webinaire va nous amener sur des travaux complémentaires à la rénovation globale d'un logement, c'est-à-dire le photovoltaïque. Et on va détailler l'intervention selon ce plan. Donc, le photovoltaïque, c'est quoi? Ensuite, on va étudier comment construire son projet. On va voir le point qui est crucial de concrétiser son projet. Et enfin, on va répondre aux questions des participants, excusez-moi. Sachant que pour poser ces questions, vous avez un onglet en bas de votre écran Converser, dans lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous le souhaitez. Je laisse la parole maintenant à Arnaud Housneau. Bonjour, donc voilà, pour parler du photovoltaïque, il est essentiel de commencer par bien distinguer l'énergie solaire thermique de l'énergie solaire photovoltaïque. L'énergie solaire thermique, c'est celle qui va consister à capter la chaleur du soleil pour produire de la chaleur aussi bien pour des besoins de chauffage que des besoins de chauffage d'eau chaude sanitaire. Ici, on va se concentrer plutôt sur l'énergie solaire photovoltaïque, c'est-à-dire qu'avec un matériau semi-conducteur, on va pouvoir capter des photons qui sont issus du rayonnement solaire. Et ces photons et ce matériau vont permettre de créer un courant électrique. Donc, l'énergie solaire photovoltaïque permet de produire de l'électricité. Là, on va associer donc deux grandeurs physiques élémentaires. C'est la notion de puissance. La puissance s'exprime en kilowatts dans notre cas. Elle s'exprime en kilowatts. C'est à un instant T. C'est la caractérisation de votre installation, c'est-à-dire le nombre de panneaux fois multiplié par le nombre de la puissance unitaire de chacun de vos panneaux. Cette puissance instantanée, elle va permettre de produire de l'énergie. Par exemple, pour la production, on va parler de kilowattheures. Donc, on va prendre l'ensemble de vos panneaux photovoltaïques, donc leur puissance, et on va la multiplier par leur temps de production, donc ce qui permet d'avoir des kilowattheures. On peut parler aussi d'énergie consommée. Donc, par exemple, quand vous avez une bouilloire électrique de 1 kW, d'une puissance de 1 kW qui fonctionne pendant 1 heure, vous avez une énergie consommée de 1 kWh. Pour l'associer à une notion économique, ensuite, si vous avez votre contrat qui vous fait payer 15 centimes le kilowattheure, vous avez donc, au bout d'1 heure d'utilisation d'une bouilloire, 15 centimes à payer.
Ensuite, on va parler de notions qui sont associées aux panneaux photovoltaïques eux-mêmes. On va parler de la durée de vie. La durée de vie, maintenant, on l'estime de l'ordre de 30 ans, voire même plus. Maintenant, les fournisseurs de panneaux photovoltaïques vous proposent des garanties de performance de l'ordre de 80% du rendement initial après 25 ans. C'est-à-dire que plus en détail, on estime qu'on perd à peu près 0,5% par an d'efficacité, et ce qui permet donc d'avoir des panneaux qui ont en réalité une durée de vie assez longue. Une autre notion, c'est la puissance crête. La puissance crête, c'est la puissance de votre installation dans des conditions de laboratoire. C'est-à-dire qu'on va fixer des paramètres comme la température, la pression atmosphérique, le flux solaire. On va les fixer dans une condition de laboratoire et on va l'inclinaison du panneau et on va estimer quelle est la puissance idéale, on va dire, de votre installation. Ça, ce sera la puissance crête. Ensuite, vous avez la technologie disponible. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans usage domestique, vous avez de disponibles les panneaux monocristallins. Ça va être ceux qui vont avoir le meilleur rendement. Donc là, on a mis deux exemples de technologies, les PERC ou les bas contacts, mais on ne va pas détailler ici. Voilà, la notion importante, c'est de se dire que maintenant, vous n'avez plus en domestique vraiment le choix, c'est vous avez la proposition du meilleur rendement. En fait. Ensuite, on va parler très brièvement de quelques impacts environnementaux. Donc là, il y a un outil qui existe, qui a été mis en place, ça s'appelle l'analyse de cycle de vie. C'est une méthode standardisée au niveau international, donc qui est accompagnée par des normes. Le principe, c'est d'évaluer l'impact de vos panneaux tout au long de son cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va évaluer tous les impacts de la conception, de l'utilisation à son recyclage. À partir de là, on va pouvoir comparer à peu près tous les systèmes qui ont le même usage sur la même base. Donc, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que vos panneaux vont avoir en réalité des caractéristiques différentes suivant qu'ils ont été construits dans différents pays. Donc, on ne pourra pas rentrer trop dans le détail. Là, l'idée, c'est de vous donner juste la notion ici de temps de retour énergétique, qui est environ de 3 ans. C'est l'ordre de grandeur. Donc, 3 ans, ça veut dire qu'en fait, il vous faut 3 ans pour produire autant d'énergie qu'il aura fallu à ce panneau, à votre installation, dans son cycle de vie. Voilà, donc ça, c'est le temps de retour énergétique. En 3 ans, vous avez, en moyenne, vous avez, on va dire, racheté la consommation énergétique qui est celle de votre panneau photovoltaïque. Une autre notion, c'est celle du recyclage. Il faut savoir que maintenant, les panneaux… Non, il faut remonter un peu. Le recyclage, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en particulier pour la technologie monocristallin, qui représente donc la plus grande part du marché, vous avez 95% de votre panneau qui va être recyclable. Ils sont composés de silicium, de verre, d'aluminium, d'argent, de cuivre. Ce sont tous des procédés qui peuvent être réemployés et recyclés. Donc voilà, vous n'avez plus la notion d'une idée reçue qui était les métaux rares sur ces technologies. En tout cas, vous n'avez pas de présence de ces matériaux-là. Les 5% qui restent, ce sont essentiellement du plastique. Voilà. Merci. Donc, ensuite, on va parler des 3 types d'installations que vous allez pouvoir retrouver en usage domestique. C'est l'installation en toiture, où vous allez avoir l'installation intégrée au bâti, c'est-à-dire que le principe était de pouvoir permettre à vos panneaux de faire aussi de l'étanchéité. En réalité, ce sont des installations qui sont un peu moins privilégiées maintenant. On parle surtout de la technologie qui est située à droite, donc c'est en surimposé. Donc, c'est une installation qui va permettre en plus à vos panneaux d'avoir un meilleur rendement puisqu'il va y avoir une lame d'air entre vos panneaux et votre couverture. Enfin, il y a une installation au sol qui n'est pas forcément nécessaire de détailler.
Ensuite, on va parler brièvement de quelques équipements qui constituent votre installation. Donc, on a parlé des panneaux. On va parler ici de l'onduleur. L'onduleur, son objectif, c'est de convertir votre électricité pour que ce soit un signal exploitable. C'est-à-dire que ça va concrètement, c'est convertir de votre signal d'électricité en courant continu en courant alternatif. La durée de vie standard d'un onduleur, c'est de l'ordre de 10 ans. On parle d'un coût de remplacement de 1 000 € par kilowatt. Après, il faut savoir que suivant vos installations, on pourra vous proposer, enfin des installateurs pourront vous proposer des variantes. C'est-à-dire que vous allez avoir des installations avec plutôt des onduleurs et des optimiseurs ou des installations avec seulement des micro-onduleurs répartis sur vos panneaux. Voilà, on verra en fonction s'il y a des questions, on pourra développer sur cette thématique-là un peu plus tard. Là, on va partir sur un autre équipement qui est donc le compteur. Le compteur de base qui va être dans votre maison, ça va être celui qui va compter votre consommation usuelle. Voilà, votre consommation usuelle, et c'est aussi celui qui va permettre de compter l'énergie qui a été autoconsommée. Donc, énergie autoconsommée, on va le détailler un peu plus tard. Si jamais vous faites une installation avec une revente totale de votre production, là, il vous sera nécessaire d'installer un second compteur Linky dans votre maison. Donc, je vais vous parler de comment évaluer, estimer la puissance photovoltaïque de votre toiture. Donc, dans la plupart des cas, la référence de calcul de puissance se fera par la surface disponible de votre toiture. Mais ceci, bien entendu, peut être transposable pour des panneaux posés au sol. Autre facteur déterminant, l'inclinaison et l'orientation de votre toiture. Idéalement, on partirait sur une orientation plein sud avec une inclinaison de 30 degrés. Rien n'empêche, bien entendu, d'avoir une orientation différente de celle de plein sud, ce qui va légèrement réduire le rendement de vos panneaux. Enfin, le productible annuel en fonction de votre localisation géographique. Alors, on va prendre pour exemple les Bouches-du-Rhône, en région PACA. Donc, on peut voir ici que le productible serait de l'ordre de 1200 à 1400 kWh par kilowatt crête de puissance. Ce qui fait, pour exemple, pour une installation de 3 kW crête, une production annuelle de l'ordre de 3600 à 4200 kWh à l'année. À présent, on va voir tout ce qui est modèle économique. Alors, on a pris le cas le plus typique, maison individuelle, puissance sur toiture inférieure ou égale à 3 kW crête de puissance. Donc, 3 grands modèles s'offrent à vous. Autoconsommation totale, sans injection, donc il n'y aura aucune aide. Également, l'autoconsommation avec vente de surplus. Alors, le tarif actuel, il est de 10 centimes d'euros par kilowattheure réinjecté sur le réseau, plus une prime à l'investissement d'à peu près 1 200 € qui sera répartie sur 5 ans pour évidemment une puissance de 3 kWh, 3 kW crête. Enfin, la vente totale de la production à 18,53 € par kilowattheure réinjecté. Par contre, pas de prime à l'investissement. Je vais à présent passer la parole à Johannes, oui, qui va vous parler de comment concrétiser son projet de photovoltaïque.
Oui, donc tu m'entends bien. Je propose aussi également à notre professionnel donc référencé, donc Yannick Erard, de me rejoindre. Yannick, j'espère que ton micro est bien activé aussi. Oui, Très bien. et la vidéo s'active. Si besoin. Alors, Le donc problème. je commence. Yannick, tu peux me compléter à n'importe quel moment. Alors, moi, je vais vous parler. Donc, on va vous parler donc sur la. Donc, comment on peut. Donc, comme Jérôme a expliqué, donc il y a différents modèles économiques. Comment on trouve son modèle économique le plus adapté et aussi une notion donc financière. Donc, est-ce que c'est un projet rentable ou pas, ou est-ce que quels outils existent pour s'aider. Et Yannick va notamment proposer donc 2 exemples des installations en autoconsommation pour vous illustrer à quoi ça consiste et comment on peut donc consommer son propre électricité. OK, slide suivante s'il vous plaît. Alors, donc, je vous montre un tableau un peu complexe, mais qui est relativement facile à comprendre. Vous avez donc sur la courbe bleue, vous avez une consommation un peu standardisée d'un foyer, a priori de 2 personnes en France, donc avec minuit jusqu'à sur 24 heures. Et donc, avec une consommation avec différents pics. Donc, vous voyez donc lessive, café, aspirateur, micro-ondes, four. Donc, des moments où la consommation donc, elle est plus élevée. Et comme vous voyez aussi, il y a dans tous les cas, sur les 24 heures, il y a en bleu une consommation, donc une base de consommation. Donc, c'est le bruit de fond, c'est tous les appareils en veille, etc. Et vous voyez en rouge la production solaire. Donc, dans cet exemple-là, Yannick va vous montrer d'autres, c'est dans ce cas-là, il y a une proposition que l'artisan a proposé donc d'ajouter 2 ou 3 modules. Donc là, vous voyez, en fait, pour se rendre compte de quoi il s'agit, donc si on parle par exemple de la vente totale, donc ça veut dire que la vente totale, comme Arnaud a expliqué, il y a 2 compteurs. Et donc, la partie consommation, moi je dirais, elle est dissociée de la partie consommation. Et sur un contrat de 20 ans, sur 20 ans, votre consommation et votre production n'ont rien à voir. Donc, il y a toujours, comme c'était expliqué au début, il y a toujours le but de réduire ses besoins, de passer à des appareils plus économes. Et donc, ça, c'est quelque chose, bien évidemment, fondamental. Mais la vente totale, ça signifie donc qu'on n'autoconsomme pas. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est l'autoconsommation? L'autoconsommation, c'est que au moment quand vous voyez plus précisément au moment qu'il y a du soleil, l'autoconsommation, quand il y a du bleu qui est couvert par le rouge, donc ça veut dire qu'il y a du soleil et que j'ai quand même des appareils qui tournent, mais mon compteur Linky, il fait le calcul en temps réel que la partie bleue qui est inférieure aux parties rouges, mais du coup c'est autoconsommé, donc je ne paye pas pour mes besoins. Par contre, si le bleu dépasse la courbe rouge, ça signifie que j'ai besoin quand même d'électricité en plus. Donc, je tire sur le réseau, donc je consomme. Donc, ça signifie que je ne peux pas être à 100% autonome. C'est un rêve de certains de devenir autonome, par exemple. Et Jérôme a aussi parlé de l'autoconsommation avec vente de surplus. Donc, ça signifie quand le bleu dépasse, excuse-moi, quand le rouge dépasse le bleu, donc il y a plus de production que la consommation, ça signifie que j'injecte et je reçois de l'argent par EDF par rapport à ce que j'ai injecté. Yannick, tu veux ajouter quelque chose ou on passe à la slide suivante? Non, ça va. Très bien. Allez. Donc, l'autoconsommation totale, donc sans vente, c'est pour ceux qui aiment bien de faire des randonnées dans les refuges, dans la montagne, dans la haute montagne. Du coup, en site isolé, vous n'avez donc pas de réseau, donc il n'y a pas de choix. Donc,
ou, par exemple, dans les sites notamment protégés, donc, par exemple, le Grand Site Sainte-Victoire, quelqu'un qui habite proche, par exemple, d'un bâtiment historique, etc., il pourrait aussi envisager une autoconsommation, donc avec les panneaux, pas sur le toit, mais par exemple au sol. Jusqu'à, Yannick, c'était 1,50 m, je crois, à la hauteur. 1,80 m. 1,80 m. Donc, l'autoconsommation totale, donc sans revente, du coup, le but, c'est de consommer sans l'électricité, produire juste ce dont on aura probablement besoin, et donc dans le but de réduire les coûts de sa consommation électrique. Et il y a un peu moins de contraintes par rapport à la vente de l'électricité. Et il nécessite par exemple une simple convention d'autoconsommation, pas de contrat de vente sur 20 ans. Tu veux ajouter quelque chose? Non. C'est bon. Tu peux mettre la vidéo si tu veux, que ce soit moins anonyme, comme tu veux. Et l'autre option dont j'ai parlé, c'est la vente totale ou la vente de surplus. Donc, les conditions, c'est une obligation d'achat d'électricité, un contrat d'achat signé sur 20 ans. C'est quand même quelque chose de fascinant que ça existe, qu'on puisse signer un contrat sur 20 ans, parce que aujourd'hui, on l'a vécu un temps particulier. Dans 20 ans, je ne sais pas comment ça va être, mais en tout cas, nous, on considère que le prix de l'électricité, il va augmenter. Donc, c'est quand même quelque chose plutôt bien d'avoir une visibilité sur 20 ans. Sachant que si jamais le projet est supérieur, équipé de 3 kW crête, il faut prévoir qu'il y aura un impôt sur la revente. Donc, il faut prévoir aussi la déclarer. C'est des petits détails à ne pas oublier. Et l'autoconsommation avec vente surplus, c'est dans le but de réduire sa consommation et d'avoir une rémunération pour l'électricité non consommée. Et contrairement à la vente totale qui est indépendante de la consommation et du prix de l'électricité. Alors, j'espère que c'était clair. Donc, du coup, pour calculer la rentabilité d'un projet, il y a le coût de l'installation qui est environ, avec raccordement, entre 2 et 3 000 euros TTC par kilowatt crête. Il y a aussi le coût de fonctionnement. Donc, il y a l'onduleur qui est quand même la partie la plus fragile dans le système, parce que les panneaux en soi, s'il n'y a pas la foudre qui tombe dessus, ça tient dans le temps, ce qu'on a vu. Il y a aussi un tarif d'utilisation du réseau public d'électricité à prévoir aussi. Et avec ces notions-là, on peut, par exemple, utiliser des outils qui sont libre accès, donc proposés par d'autres associations, notamment l'ESPUL, basée à Lyon, donc une association qui travaille depuis des années sur le photovoltaïque. Il y a aussi d'autres sites, donc, notamment l'autoconsommer.com. Il y a un site d'Inès Autocalsol qui est très intéressant. Faire appel à un professionnel, par exemple un bureau d'études qui vous aide de savoir quel est le meilleur projet pour soi-même, ou un professionnel. Donc, moi, je vous propose de regarder un exemple de site évaluermondevis.photovoltaïque.info. Donc là, je me suis un peu amusé d'indiquer ce que vous pouvez faire à la maison, chez vous. Vous indiquez votre adresse. Moi, j'ai choisi le Vieux-Port. Bon, pour la grecque. J'ai choisi donc une inclinaison de 30 degrés. Donc, comme Jérôme a expliqué, plutôt une inclinaison idéale. Orientation plein sud. Une puissance de 3 kW crête, une taille plutôt modérée. Puissance d'abonnement de consommation qui est plutôt bas, 3 kVA, donc plutôt peut-être augmenter un peu plus, je ne sais pas pourquoi il me l'a changé, et un investissement initial j'ai indiqué 9 000 euros. Donc ça peut être plus, ça peut être moins, bien évidemment il faut le comparer, les différentes solutions. Et ce qui est intéressant avec cet outil-là,
qui se base aussi sur les données qui sont disponibles sur toute la France, donc sur la production probable de vos panneaux, donc qui est plutôt élevée, en tout cas dans notre région. Et donc pour la slide suivante, vous pouvez donc voir une facteur qui est assez important pour prévoir, pour planifier son projet, donc qu'on appelle le taux d'autoconsommation. Il s'agit donc d'un pourcentage de la part de la production d'électricité produite par vos panneaux qui est consommée sur place instantanément, donc directement. Et donc, Inès, en tout cas, considère que le taux d'autoconsommation en moyenne pour un foyer standard, c'est plutôt autour de 30%. Yannick, je pense que tu pourrais nous expliquer ensuite un peu les différentes techniques, comment on peut augmenter ça, hein, cet taux d'autoconsommation. Et cet outil-là est intéressant aussi parce qu'il prend en compte, si on parle d'une retour sur investissement, il prend en compte le prix de l'électricité aujourd'hui, une augmentation du prix de l'électricité pendant les prochaines 5 ans et au-delà, donc en pourcentage. Donc, vous pouvez à la maison aussi jouer, hein, vous pouvez jouer le cas extrême, que ça explose le prix de l'électricité après la crise, donc tout est possible. En tout cas, c'est un moyen pour vous aider de savoir un peu plus clair votre projet. Alors, sur la slide suivante, Jérôme, donc là, l'outil nous montre que sur 20 ans, par rapport à ce que j'ai payé pour mon projet et les économies que j'ai fait sur ma facture et que l'investissement que ça m'a coûté, et notamment la vente, l'outil nous propose que la meilleure solution semble plutôt la vente de la totalité. Alors, j'explique tout de suite pourquoi, un peu plus en détail. Ce qu'on voit en bas, c'est sur le graphe, c'est que tout à gauche, vous avez l'année 0, vous avez dépensé 9 000 €. Et s'il n'y a pas de problème spécifique technique ou qu'il n'y a pas l'onduleur qui fonctionne toujours bien, vous êtes a priori que les panneaux ont suffisamment produit et que vous avez reçu a priori dans 11 ans ce que vous avez payé aujourd'hui. Et au-delà, jusqu'à 20 ans, vous avez des bénéfices. Et au-delà des 20 ans, personne ne connaît le prix de l'électricité dans 21 ans, hein. Mais au-delà, il faut juste se rappeler que les panneaux, ils vont toujours produire. Et donc, vous sortez d'un contrat et vous avez probablement la possibilité d'autoconsommer parce que vous avez des panneaux qui fonctionnent et vous avez des panneaux payés et probablement un prix de l'électricité beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Je prends par exemple l'exemple de mon père. Moi, je viens d'Allemagne, c'est pour ça que je suis désolé pour mon petit accent. Mon père, par exemple, contrairement à la France, il est à 29 centimes le kilowattheure. Donc là, vous voyez, mon père, lui, il a des panneaux photovoltaïques sur son toit parce que lui, il a vraiment intérêt parce que le prix de l'électricité est plutôt cher. Et donc, cet exemple-là nous montre aussi qu'en bleu, c'est l'autoconsommation partielle avec vente de surplus. Donc, ça veut dire qu'avec un taux d'autoconsommation, vous avez, a priori, si vous ne changez pas vos habitudes aujourd'hui et vous projetez sur les prochaines 15 ans, vous avez probablement le retour sur investissement dans 15 ans. Et au-delà, vous faites des économies. Donc ça, c'est un exemple comment on peut calculer son projet, la rentabilité d'un projet. Et comme j'ai indiqué, un taux d'autoconsommation de 30%, c'est plutôt la moyenne, voire plutôt bas. Et notre professionnel Yannick Erard, il va nous montrer maintenant comment on peut, avec quels moyens, on peut envisager un projet avec un meilleur taux d'autoconsommation et du coup, avec une meilleure rentabilité. Yannick, à toi. Oui, donc c'est bon, vous entendez? Oui. Oui. Voilà l'exemple 1. Dans cet exemple, qui est un cas réel, il n'est pas possible de mettre les panneaux sur la toiture de l'habitant en fait, de Gardanne parce qu'il y a un immense chêne qui fait de l'ombre sur la maison. Magnifique.
Et donc, il n'est pas question de couper cet arbre. Ils ont un terrain qui n'est pas très, très grand, d'environ 800 mètres carrés, mais avec une zone dégagée en fond de terrain le long de la clôture végétale du voisin, en fait, environ à 40 mètres de la maison. Et là, on peut mettre en ligne des panneaux solaires. Donc, on les a mis au sol, ce qui est un petit peu original. C'est très simple, ça se pose sur des bacs que l'on laisse et qui se posent sur le sol. Il n'y a aucun travaux de génie civil. Et le jour où on démonte les panneaux, on dévisse les bacs, on retire tout et il n'y a aucune trace sur le sol. Et donc, il y a on a enfoui un petit câble électrique, pour être précis, de section 3 x 6 mm, pour les gens qui veulent des détails, de 40 mètres de long jusqu'au tableau de disjoncteur de la maison. Et donc, il a une assez bonne orientation. On a fait légèrement, vous voyez qu'on n'est pas resté exactement plein sud, pour tenir compte de l'usage en fait du client, parce qu'il a un peu plus de consommation l'après-midi. Il fait beaucoup tourner son chauffe-eau. Et donc, mon principe, et je pense que beaucoup de professionnels font la même chose, c'est quand on nous parle, on nous questionne sur l'autoconsommation, c'est de conseiller d'atteindre au moins 60% d'autoconsommation. Nous, on voit beaucoup entre 60 et 80%. La méthode, elle n'est pas compliquée, il suffit de mettre pas trop de panneaux. Si vous mettez plus de panneaux solaires que vos besoins, vous allez avoir un taux d'autoconsommation qui sera faible. Et donc, on pourrait se dire, mais l'électricité à ce moment-là, elle ne sert à rien puisqu'elle va sur le réseau, elle est revendue à 10 centimes non indexables. Effectivement, c'est très peu intéressant. Les conditions financières sont carrément peu attractives de ce point de vue-là. L'État a délibérément choisi cette option-là pour des raisons que je ne connais pas. Mais contrairement à ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, chez nous, envoyer du surplus sur le réseau en autoconsommation est un très mauvais calcul économique. En l'état actuel, des décisions gouvernementales, il suffirait qu'ils changent le tarif d'achat. Donc, ça va être à chaque fois, on va analyser les consommations du client et on va regarder quelle puissance photovoltaïque il aurait pour couvrir les besoins, voire même sous-dimensionner les besoins pour être certain qu'il va quasiment entièrement consommer sa production solaire. Donc là, vous voyez en bleu la production solaire et en rouge la consommation. Donc on voit tout de suite qu'il consomme un petit peu plus que sa production solaire en journée. Voilà, il a installé 2,8 kW crête. Il aurait installé 1 kW de plus, il aurait eu pas mal de surplus. Donc, il a fait un choix d'en rester là. En l'occurrence, quand vous avez une piscine, des machines à laver qui peuvent être mises en marche en journée, un chauffe-eau électrique déjà en place, c'est relativement facile de calculer le taux de couverture de production électrique. Là, je ne vous donne pas plus de détails, on peut regarder. Après, vous aurez peut-être des questions. Oui, il y a des questions qui commencent à être posées. Dans le deuxième même exemple. Voilà, le même exemple, un autre cas concret, pardon. Donc là, il s'agit, là aussi, toujours avec ce même raisonnement, il ne sert à rien de produire trop en autoconsommation, étant donné que, dans le meilleur des cas, la revente, c'est 10 centimes plafonnés. Donc, l'amortissement s'allonge considérablement quand vous essayez d'amortir une installation photovoltaïque avec du 10 centimes le kilowattheure. Donc là, en regardant ces consommations, c'est la courbe noire avec de nombreux pics, parce qu'il y a de nombreux allumages en fait, d'appareils en journée chez ce client, entre 10h et 18h. Il faut cibler un petit peu en dessous la courbe de production solaire. Vous voyez ? Donc là, il a des consommations importantes. C'est une famille où il y a pratiquement tout le temps 2 ou 3 personnes dans la maison en journée.
beaucoup de machines qui se mettent en marche, une piscine, une pompe à chaleur, et ils viennent d'acquérir un véhicule électrique qui se met de temps en temps en charge à la maison avec un chargeur 3 kW. Mais simplement, ils s'en servent quand même beaucoup, donc c'est assez ponctuel. C'est sur quelques heures. Ils essaient de la charger en journée. Et donc, ils arrivent, il reste la zone sur le graphique, la couleur verte, c'est la zone qui part en surproduction, donc sur le réseau, qui est revendu via le Linky. Donc là aussi, ils vont revendre assez peu et ils vont avoir un bon taux d'autoconsommation. Et une fois qu'on utilise le logiciel décrit précédemment et qu'on rentre un taux d'autoconsommation qui va approcher les 70-80%, vous rentrez dans votre investissement en moins de 10 ans. Après, ça dépend aussi du prix, de la hausse des prix de l'électricité. Tout à fait, oui. En moyenne, avec du 2-3% de hausse, c'est à peu près ce que vous allez avoir. Et dans ton exemple, Yannick, tu avais proposé aussi de la domotique ou... Non, on ne l'a jamais proposé. Les applications domotiques existent. En fait, on propose des techniques très basiques. Ce sont des programmateurs horaires. En fait, les piscines sont toutes équipées de programmateurs horaires. Donc, le problème est réglé pour la piscine, en fait. La pompe à chaleur, on ne peut pas trop y toucher. C'est elle qui décide de se mettre en marche. La machine à laver, il n'y a pas de domotique et c'est parce que les habitants sont à la maison qu'ils peuvent mettre en marche ou programmer sur la journée la mise en marche de la machine à laver. Donc là, une domotique, s'ils étaient tout le temps absents de leur maison, pourrait être intéressante. Le chargeur de véhicule électrique, il ne le charge que quand il est à la maison, donc ils n'ont pas besoin de domotique. Et le chauffe-eau électrique, lui, est sur horloge. Mais c'est une simple horloge que l'on met au tableau. D'accord. Une horloge de chauffe-eau électrique, ça coûte 50 €. Une domotique pilotable installée dans la maison, c'est minimum 1500 €. Donc, certains vont prendre une application domotique. Ce n'est pas forcément justifié selon le comportement du client. Nous, on ne cherche jamais à trop rajouter sur les offres que l'on fait à nos clients. On cherche à faire au mieux. Au plus bas. Le mieux, le plus bas. Oui, très bien. Ok. Du coup, je pense qu'on a déjà bien approfondi le sujet. Il y a un petit mot pour conclure et ensuite, on vous propose donc une discussion ouverte selon sur vos questions. Jérôme, tu veux dire un dernier mot juste sur… un petit mot pour conclure avant de répondre aux questions des participants. Il est clair qu'on voulait vous sensibiliser sur le fait qu'un projet photovoltaïque doit être envisagé après, bien entendu, avoir entrepris des travaux de rénovation énergétique prioritaires. En ce sens, on priorisera ces actions d'isolation, ventilation, système de chauffage avant la pose de panneaux. Par exemple, on privilégiera l'isolation de la toiture avant de poser des panneaux photovoltaïques. Ou ça peut se faire, bien entendu, concomitamment. Ça va de soi. Ensuite, sachez que si vous ne pouvez pas produire de panneaux sur votre toiture ou dans votre jardin, si vous avez une mauvaise orientation, etc., il existe également des projets collectifs citoyens. Ils permettent aux citoyens de s'approprier des questions liées à la transition énergétique et au développement durable. Tout ça dans le but d'agir pour la planète. Enfin, pour aller plus loin, il existe aussi des fournisseurs d'énergie verte. Nous serons en mesure, bien entendu, de vous les communiquer sur simple demande auprès des conseillers en énergie. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de questions déjà de la part des participants. Alors, il y a eu quelques questions, effectivement. Donc, on va reprendre par là.
Donc, une question sur l'autoconsommation et notamment les questions sur les batteries. Est-ce qu'elles ont été laissées tomber? Elles sont trop chères? Une question sur les batteries. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question Je pense que c'est peut-être une question pour Yannick. Oui. Aujourd'hui, on est très proche de nos voisins allemands, comme vous le savez. Donc, en Allemagne, une installation d'autoconsommation sur 2 est vendue avec batterie couplée, batterie lithium, batterie haute performance. Quand vous rajoutez des batteries dans votre installation pour stocker l'électricité au lieu de la vendre à 10 centimes le kilowattheure, ce qui est considéré par tout le monde comme inefficient au niveau économique, eh bien, vous augmentez votre installation, vous augmentez le coût de 50 à 100%. Donc, si dans l'équation économique, on rajoute ce surcoût, vous allez logiquement augmenter fortement le temps d'amortissement de votre installation. Donc, les batteries arriveront et seront commercialisées chez nous au fur et à mesure que l'électricité coûtera plus cher, pour des raisons simplement économiques. Néanmoins, nous avons sur catalogue quasiment toutes les offres de technologie assez pointues en termes de batteries et d'onduleurs grâce à nos grands voisins allemands qui, eux, aujourd'hui, ont parfaitement maîtrisé cette technologie. Donc, nous faisons souvent des devis et finalement, les clients disent on va faire la solution de niveau 1, on ne met pas les batteries, sachant que les batteries, notamment les batteries lithium 230 volts ou 380 volts, peuvent parfaitement se rajouter après votre installation, dans plusieurs années. Elles seront compatibles, elles auront leur propre onduleur chargeur indépendant. Ça se fait couramment aux États-Unis dans ce cas-là, parce que les heures pleines et les heures creuses, il peut y avoir d'énormes différences. Contrairement à chez nous, il y a environ 30% d'écart, il peut y avoir 60% d'écart, notamment en Californie. Et là, les gens, sans avoir de panneaux solaires, ont intérêt à stocker en journée ou au moment des heures creuses la nuit pour réutiliser en journée. Vous voyez ? Donc, le contexte d'usage des batteries peut être assez large. On va, dans un délai, à mon avis, assez court, d'ici moins de 5 ans, avoir beaucoup d'installations de batteries à faire sur installations d'autoconsommation existantes ou en même temps de nouvelles installations d'autoconsommation. D'autres questions ? Alors, donc l'outil qui a été présenté du réseau FER, comprend-il le coût de remplacement de l'onduleur dans le temps de retour? Peut-être je peux répondre. Non, pas directement. On peut l'ajouter au cas où, mais normalement, c'est pas. Non. Il y a une option pour l'ajouter. D'accord. Une autre question, donc je vais dire 2 questions qui se regroupent un peu. Donc c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un peu plus de détails sur l'onduleur optimiseur et si on met une batterie, faut-il mieux un micro-onduleur ou un onduleur central? C'est des questions pointues là. C'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse parfaite. On ne fait que spéculer un petit peu. Par contre, l'évolution dans les marchés les plus avancés, donc en Californie, en Allemagne, au Japon et en Australie, c'est que les batteries deviennent autonomes. Ce sont des applications indépendantes, en fait, qui gèrent le 230 volts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe la technologie d'onduleur, on va avoir les productions importantes de batteries vont aller dans ce sens-là. Ce sera des appareils que vous rajouterez sur le lieu que vous voulez sécuriser et qui elles-mêmes pourront se piloter indépendamment de votre installation solaire ou alors avec un suivi de votre production solaire par simplement capteurs inductifs qui détecteront quand est-ce que le soleil est produit. À ce moment-là, la batterie sera programmable pour recharger. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite. Vous voudriez faire une installation de batterie rapide d'ici 1 an ou 2 ans. Il est peut-être préférable d'avoir un onduleur centralisé avec du courant continu qui arrive à l'onduleur. Dans ce cas, on a dès maintenant les batteries connectables. Néanmoins, je conseille d'attendre pour les batteries.
les prix baissent vraiment très vite et mieux vaut attendre un petit peu, faire son installation solaire, l'amortir déjà un petit peu. Et puis, dans 2-3 ans, les offres de batteries vont beaucoup surprendre tout le monde, y compris nous. Et à mon avis, on aura du 30 à 50% moins cher. Vous avez entendu parler que l'Europe se lance, donc voilà, il y a des événements par rapport à notre indépendance énergétique. Plein d'usines de batteries vont être ouvertes et il y en aura même en France. Et ça va considérablement rendre plus accessible, avec une offre beaucoup plus large, cette technologie de stockage. D'accord. Bonjour, que pensez-vous de la solution MyLight? Donc, je pense que là, on va rejoindre ce qui a été répondu dans la conversation avec BDPV, donc qui font partie des ressources. Et suivant l'avancement de vos projets, on vous orientera vers des structures professionnelles. Donc, une question générale, quel est votre avis sur l'évolution du prix du kilowattheure? C'est une bonne question. Nous, au sein de nos structures, mais on essaie de sensibiliser les gens sur les faits que sur les derniers 10 ans, mais ça a systématiquement augmenté. Donc, il n'y a pas de raison que ça va diminuer. Donc, point crucial dans un projet d'anticiper le fait que ça ne reste pas à 14 ou 15 centimes, plutôt, comme c'est le cas un peu dans le reste de l'Europe, ça augmente systématiquement des prix plus conséquents. Et du coup, un projet d'autoconsommation devient de plus en plus intéressant par rapport à ce que Yannick a montré. Donc, couvrir complètement ses besoins, vu que une fois, aujourd'hui on est à 18 centimes de la vente totale, une fois quand le prix de l'électricité dépasse ce seuil, Yannick, c'est une fois quand ça dépasse les 18 centimes, c'est quand même l'autoconsommation devient de plus en plus intéressant. Après, on peut peut-être ajouter aussi que le vieillissement des centrales nucléaires présage justement un accroissement du prix du kilowattheure. Ça, c'est indéniable, d'autant plus qu'on dépend à 80% du nucléaire. Donc, en raison d'un vieillissement des centrales, il est probable que, pour des raisons de maintenance, le prix du kilowattheure augmente sensiblement ces prochaines années. Alors, je vais juste avoir une question. Alors, doit-on modifier nos habitudes de consommation au niveau horaire, parce que l'on ne couvre que 80% de notre consommation et que notre consommation doit plutôt se faire la journée, et notamment pour les personnes qui ont un contrat EJP. Cet investissement vaut-il le coup? Donc, les contrats EJP, c'est des contrats avec une tarification jour rouge, jour bleu, blanc, c'est ça? C'est EJP, oui, c'est... ça concerne justement, je crois que c'est de l'ordre le contrat, normalement, ça doit être un nouveau contrat. Ce contrat, normalement, n'existe plus. Mais il y a toujours des personnes qui sont sous JP. Et la règle vaut que ça doit être de l'ordre de 40 jours, au moment les plus froids de l'année, bien entendu. Le prix du kilowattheure est excessivement élevé. Donc, automatiquement, à ce moment-là, il est vivement conseillé de recourir à une autre énergie que l'électrique, notamment, par exemple, en produisant. Mais le contrat EJP n'est plus disponible puisqu'elle n'est pas, après retour d'expérience, elle n'est plus si rentable pour EDF. Et pour le reste de l'année, en dehors de cette plage de 40 jours, le prix du kilowattheure, bien sûr, est moins cher que le prix de base. Concernant la présentation et les liens vers les outils, vous seront communiqués d'ici quelques jours par mail sur la même adresse mail où vous avez reçu le lien pour le webinaire. Donc là, il y a quelqu'un qui dit que EJP, oui, c'est 22 jours et non 40. Excusez-moi. Il y a une question, quelle marque de panneau vous
Pardon? Allô? Quelle marque de panneaux solaires vous préconisez? Est-ce qu'il y a une préconisation ou... Après, par retour d'expérience, on sait que en France, on produit de bons panneaux, en Allemagne aussi. Après, le marché est accaparé par les Chinois qui montent en compétences. Donc, moi, je n'ai pas spécifiquement de marque à donner. Je ne sais pas si de votre côté, si derrière le professionnel, sans vouloir faire de promotion de marque, mais je pense que les panneaux se valent à peu près. Hein. C'est un marché très concurrentiel. Donc, c'est pas sur les panneaux qu'il y a le plus de problèmes. Hein. Mm. C'est plutôt sur le savoir-faire de l'installateur et la conception de l'installation. Pour les panneaux aujourd'hui, d'ailleurs, les bons panneaux non chinois sont proches du prix des panneaux chinois. Donc le débat n'est pas forcément... ça ne change pas grand-chose dans des devis. Donc nous, on a tendance à mettre les marques les plus anciennes et pour lesquelles nous avons nous-mêmes constaté aucun problème qualitatif sur ces panneaux-là. Donc on les retrouve un peu partout. C'est celles qui sont le plus souvent citées par les installateurs ou proposées. Hein. Donc, je vais pas vous les citer là, mais les marques soi-disant plus chères, américaines ou européennes ou coréennes, sont pas beaucoup plus chères que les panneaux chinois. Voilà. Soit les personnes veulent, nos clients veulent le prix le plus bas possible, on leur explique qu'ils peuvent aller vers une marque qui peut avoir moins de notoriété ou exister depuis moins longtemps, soit des marques pour un petit peu plus chères qui existent depuis longtemps, par exemple, et dans lesquelles la chaîne de confiance, en tous les cas, est établie. Et puis, on leur dit que nous, on constate pratiquement jamais de panne sur les panneaux solaires. Alors, le Linky est obligatoire. On a une réponse directement dans le chat, c'est oui. Autre question, le photovoltaïque va-t-il se développer en centre-ville de Marseille? Les architectes du bâtiment de France ont-ils évolué sur ce point? Là-dessus, ce qu'on peut commencer à répondre, c'est que en fait, c'est des questions d'urbanisme et d'aménagement. Le territoire de Marseille-Provence a voté en 2019 son outil qui permettrait de développer ses projets. Elle a voté son PLUI, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'indication qui permet de dire que de telles installations seront autorisées, surtout dans le centre-ville. On va dire que c'est en attente. Idem pour le Pays d'Aix et toutes les communes où je vois où l'architecte des bâtiments de France a donc le dernier recours. Actuellement, ils sont absolument opposés aux panneaux solaires, très clairement. En Provence, ils donnent, toutes les semaines, j'ai des refus d'autorisation de travaux, y compris pour des panneaux posés dans des zones sans aucune covisibilité, par contre, sur la zone géographique où c'est l'ABF qui donne son avis. Donc, c'est un petit peu malheureux. On a l'impression que culturellement, ils sont pas passés au XXIe siècle. Et soyez très prudents quand vous faites des demandes en zone protégée. Il y a malheureusement peu de chances que ça aboutisse. Je parle des Bouches-du-Rhône, des zones protégées, donc dans les grandes villes, mais aussi dans les petites communes. Vous avez des châteaux, des chapelles, des tas de choses protégées. Ça, c'est une sérieuse difficulté pour nous. On perd beaucoup de temps à refaire des dossiers, des contre-propositions. Les mairies, ça les met en porte-à-faux avec les habitants des lieux concernés. Ça reste un sujet délicat en France. On aimerait bien que ça évolue au niveau gouvernemental. Bon. Mais ce n'est pas nous qui faisons les lois. Alors, plusieurs questions, peut-être tout à la suite. Donc, pourquoi ne pas mettre en place une solution alternative, à savoir sur le mur vertical d'une maison, avec une orientation des panneaux à 30 ou 45 degrés tenus par des structures métalliques
Et je vais joindre en même temps les contraintes pour une installation au sol des panneaux photovoltaïques. Je peux répondre, pour ma partie. Nous, on n'a pas de difficulté à faire ça. Néanmoins, on a très peu de demandes sur des maisons individuelles pour des raisons esthétiques. Si vous soulevez des panneaux, il faut que ce soit sur une façade orientée quand même au soleil. Là, esthétiquement, l'impact, il va être pas négligeable, quoi, hein. On ne met pas 1 ou 2 panneaux, là. On met 8, 10, 15, 20 panneaux, par exemple. L'impact visuel, il va être très important. Donc, je ne vois pas trop en maison individuelle cette demande. En fait, je ne l'ai jamais eue. Il y a beaucoup de demandes au sol. Loin de la maison, à 20 mètres, 40 mètres, 50 mètres, on a mis des panneaux des fois à 150 mètres de la maison sur un terrain assez grand, dans une zone parfaitement dégagée. Il n'y a pratiquement pas de perte sur la liaison électrique en 230 volts. Il n'y a quasiment pas de perte, il suffit de mettre le bon câblage. En maison individuelle, je n'ai jamais vu arriver la demande. Si elle arrive, je répondrai. On a des structures pour poser des panneaux d'équerre, avec des équerres sur des murs. Ça ne nous pose pas de problème. La deuxième partie de la question, c'était les contraintes pour les panneaux photovoltaïques au sol. Pour nous, c'est le même prix qu'en toiture. Or, la distance du câble de génie civil, un câble, ce n'est pas très très cher, un câble électrique. Donc, pour nous, la structure de pose au sol, au niveau de sa représente en coût, c'est la même que la structure de pose en toiture. Il y a des inconvénients. Vous avez des risques d'avoir plus d'ombre. Vous avez des risques d'avoir plus de casse. Quelqu'un qui passe, une voiture qui fait une mauvaise manœuvre si c'est mis sur un parking, un chasseur mal intentionné, ce genre d'inconvénients. Et vous avez plus d'avantages, c'est beaucoup plus accessible, c'est plus facile à installer, on va plus vite encore à l'installer. C'est une solution qui nous est demandée 1 fois sur 3 ou 1 fois sur 4, très souvent. Et puis, esthétiquement, énormément de personnes ne veulent pas avoir de panneaux solaires sur leur jolie toiture en toiture canal. D'ailleurs, la vraie toiture canal provençale ne possède pas de réglementation technique CSTB pour une adaptation sous assurance décennale. Donc, en fait, dans ce cas-là, on ne peut pas poser des panneaux. En fait, on peut poser, mais on n'a pas la garantie décennale. Donc, c'est bien des cas concrets où nous, on les met au sol, si le client a la chance d'avoir la place au sol. Peut-être une question à la volée. Peut-on ajouter une pompe à chaleur pour notre piscine et quelle puissance installer? On a très souvent ce cas. Là, ça serait un rajout de panneaux, en fait, dans le cadre de l'installation d'une pompe à chaleur pour une piscine. En fait, ce n'est pas à moi de vous le dire. Disons que c'est l'installateur de la pompe à chaleur qui va définir sa puissance en fonction du volume d'eau à chauffer. Moi, je vois couramment des pompes à chaleur électriquement qui absorbent 3 ou 4 kW. Donc, 3 ou 4 kW, faites le calcul en panneaux solaires. Ça peut faire 3 kW. On a effectivement plusieurs clients qui, judicieusement, au printemps, ont arrêté la pompe à chaleur ou une consommation électrique liée à un chauffage et donc ont beaucoup de production solaire, par exemple, comme on va avoir pendant toute la semaine, là, cette semaine, en Provence. Et donc, oui, si on a beaucoup d'électricité, la revente est un peu intéressante et qu'il faut chauffer la piscine, why not? Ça peut Et pareil à l'automne, ça peut être judicieux. Ok. Alors. Au moins, on n'est plus dans les économies d'énergie, la pompe à chaleur piscine. Oui, c'est vrai. Certains sont absolument contre les piscines par principe. Et puis après, chauffer la piscine, ça va faire bondir certaines personnes. Néanmoins, c'est un fait, c'est une réalité qui est très, très courante dans notre région. Autre question? Donc, plusieurs petites questions. Donc, première, c'est faut-il souvent nettoyer les panneaux photovoltaïques? Il y avait aussi une question sur les panneaux mixtes thermiques photovoltaïques.
Et enfin, sur les contrats qui lient une maison, que se passe-t-il quand la maison est vendue? Voilà, 3 questions d'un coup. Vous pouvez vous les répartir. Alors, qui commence? Allez-y. Alors, peut-être que concernant les panneaux hybrides, peut-être que toi, Yannick, tu es en mesure de répondre. Des panneaux qui font en même temps là-bas. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion d'installer des panneaux hybrides qui produiraient à la fois de l'eau chaude sanitaire et de la production électrique d'origine photovoltaïque? Et éventuellement de l'air chaud, puisqu'il y a aussi une offre Oui, aérovoltaïque. Là, c'est de l'air aérovoltaïque. chaud. Alors, nous avons refusé de les installer. Il faut savoir que ce qu'on aime dans le solaire, les anciens du solaire, moi ça fait 20 ans que je fais du solaire, c'est la fiabilité et la simplicité. Et c'est un peu une vertu pour nous dans notre métier, aussi dans nos modes de vie. Là, on associe plusieurs technologies. Dans tous les cas, il faut avoir une bonne maîtrise technique de l'installation. C'est beaucoup plus complexe. Ça ne s'apprend dans aucune école. Il n'y a déjà quasiment pas de formation sur le solaire photovoltaïque, ou très très peu. Et là, on invente une nouvelle technologie de couplage. Fatalement, il y aura plus de SAV de maintenance, même si on ne la prévoit pas. C'est fatal. Il y aura de l'entretien, il y aura des petites choses qui ne vont pas marcher. Un installateur, quand il revient chez ses clients et qu'il a déjà vendu son installation, il n'a pas envie de facturer son client, ça va lui coûter cher et en fait, il va perdre de l'argent. Et nous, on a connu dans le passé des tas d'innovations, pseudo-innovations dans le solaire et ça a toujours été le résultat. Donc, premier élément, vu vraiment du point de vue de l'installateur qui, lui, doit aller gérer l'installation un peu complexe chez son client. Deuxième élément, personne n'est vraiment arrivé à nous montrer un cas concret dans une habitation en Provence où on est rentré dans nos sous en moins de 10 ans. Moi, je ne l'ai jamais vu. À chaque fois qu'un installateur nous démarche, un fabricant nous démarche pour dire « vendez nos panneaux aérovoltaïques », on leur dit « donnez-nous l'adresse de quelqu'un chez qui ça marche et chez qui on peut voir, on peut mesurer les économies et le gain financier au moins sur une dizaine d'années. » Je veux dire, avec une projection, un peu de recul quand même. Ils n'ont jamais pu nous répondre. Donc, voilà, moi, j'essaie de vendre que ce qui marche vraiment, que je maîtrise bien. Je ne vais pas du tout en avant, je ne vais jamais aller pousser vers des choses trop innovantes. C'est volontairement restrictif et je ne suis probablement pas dans la moyenne de certaines catégories d'un professionnel. Yannick, tu veux dire qu'en gros, on n'a pas encore assez de retour d'expérience concernant cette technologie qui, grosso modo, existe depuis 5-6 ans? Oui, on n'a pas du tout de retour d'expérience chiffré. C'est-à-dire qu'on a du retour d'expérience, mais mauvais. C'est-à-dire que les économies sont non mesurables ou pas du tout ce qu'on avait vu sur le papier avec le vendeur qui a fait essayer de vous vendre ça un soir, vous étiez fatigué, il fallait signer pour que le vendeur parte. Je ne veux pas faire trop de commentaires sur l'éco-délinquance, mais on est limite quand même. Hein. On est limite sur ces… Quand on veut vendre, on peut forcer les chiffres, vous voyez. C'est pas du tout un bon calcul pour le long terme, pour la profession. Peut-être qu'on peut accélérer sur les questions. Est-ce qu'il est nécessaire de les nettoyer souvent? Je vous laisse répondre. Alors, moi, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Alors, juste sur le principe, bien sûr, plus vous nettoierez… Enfin, alors, non, je ne vais pas me lancer sur cette réponse de l'entretien. C'était plutôt sur les professionnels qui proposeront des panneaux solaires hybrides. Nous, en tant que service public neutre, on va vous demander les fiches techniques, une étude qui a pu être proposée. On va essayer de voir s'il y a eu des qualifications spécifiques d'entretien, de maintenance, de durée dans le temps. Et bien sûr, on va capitaliser les retours d'expérience. Voilà, si on n'était pas là pour complètement
ce type de produit, mais effectivement, c'est toujours intéressant de demander plusieurs types de retours d'expérience. Et là, il y en a un qui a été proposé qui est important. Une autre question qui allait avec, il y avait 3 questions, c'était en cas de revente de votre maison, en fait, vous allez avoir le choix entre conserver votre contrat auprès d'EDF ou bien vous allez avoir la possibilité en fait de revendre votre contrat d'EDF, tout simplement. J'ajouterais que sur le nettoyage, eh bien, ils sont garantis 25 ans sans le nettoyage. Moi, j'ai des panneaux solaires depuis 10 ans, je ne les ai jamais nettoyés. Je n'ai jamais conseillé à un de mes clients de les nettoyer. Et il y a eu malheureusement des accidents mortels de personnes qui sont allées nettoyer leurs panneaux solaires. Il y a tous les ans, il y a 2-3 morts par an. Les gens, ils vont sur leur toit avec une échelle pour mettre un coup de jet ou un coup de chiffon. Et il y a des morts. C'est pas rien d'aller sur une surface glissante en toiture. Donc, ne prenez pas de risque. Vous allez gagner très très peu. Et ce que vous allez gagner en nettoyant vos panneaux, si le surlendemain, vous avez une pluie un petit peu poussiéreuse, comme on a eu juste depuis les 4 derniers jours en Provence, vous avez tous dû regarder vos carrosseries de voiture, pour ceux qui en ont, ou vos pare-brises. Votre intérêt du nettoyage, il est absolument aléatoire parce que les panneaux vont se ressalir. Les panneaux ont vraiment un traitement de verre qui est optimisé pour la poussière et qui vont relativement loin à accepter un taux d'empoussièrement. Ça se voit très bien sur les productions. Il faudrait avoir vraiment des salissures de niveau exceptionnel avec un feu, avec des suies très importantes ou alors une pluie chargée de sable africain comme on a régulièrement en Provence, mais à un niveau jamais vu pour qu'on voit une baisse de production. Mais sinon, n'ayez pas d'inquiétude. Les pluies qu'on a là, on a aussi des orages derrière un peu forts et ça nettoie. Et vos productions tiennent les valeurs qui sont annoncées sur le 80 ou 85% sur 25 ans, sans entretien. Alors, en plus, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette technologie des tuiles photovoltaïques. Est-ce que vous connaissez ou pas du tout? Je ne penserais pas. Tuile Tesla, me semble-t-il. Oui, aussi, ça rejoint. Il y a eu plusieurs questions comme ça. Donc, question d'esthétisme. On n'a pas en matériel standard, haute qualité, garantie 25 ans, on n'a pas. On a des panneaux solaires en monocristallin, noir, pas très cher, très performant, qui durent longtemps. Bon, il faut se faire à la couleur et à la forme. Alors, une question, pourquoi l'intégration bâtie n'est plus à la mode? Peut-être qu'on peut répondre d'une part que, comme on le rappelait en cours de présentation, la surimposition augmente sensiblement en raison d'une lame d'air, va potentiellement augmenter un peu le rendement. Il y a aussi la problématique, on a déjà eu le cas, d'intégration. Alors l'intégration, c'est plus dans le cadre d'une réfection de toiture. Hein. Je refais ma toiture, je vais intégrer directement mes panneaux à la structure. Après, on a eu des cas, ça peut arriver, des cas où une intégration totale sur la toiture, mais on a eu des cas effectivement d'inétanchéité suite à une mauvaise mise en œuvre. Donc peut-être Yannick, tu peux rajouter des petits éléments sur cette question. On a fait un peu le tour sur la question. C'est exactement ce que tu dis. Plus c'est compliqué, plus vous avez de chances d'avoir des problèmes. Pensez plutôt au long terme quand vous faites des travaux pour votre habitation. Quand on les met par-dessus la toiture, on a des structures parfaitement adaptées et solides et accessibles et donc réparables. En plus universel, à savoir que d'un bout à l'autre de la planète, tout le monde installe en surimposé. L'intégré a vraiment été une création française en 2007. Excusez-moi de replonger dans un passé lointain. En 2007, pour valoriser une exception française, bon, le résultat n'a pas été, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été très probant.
nous faisons beaucoup de réparations, d'intégration toiture. L'installateur n'est plus là, a fermé boutique. On peut réparer, mais ce serait pour moi, je ne ferai pas d'intégré toiture. Je le déconseille. Et peut-être un petit ajout aussi. Je me souviens aussi, l'effet de surélevé, ça permet aussi de protéger les tuiles de se trop chauffer en été, non? C'est une petite amélioration du confort d'été. Exact. Et ça, effectivement, on le constate, ça chauffe moins les pièces du dessous. Donc, c'est encore un petit plus tout à fait intéressant. D'autres questions sur le vif ou... Alors, d'autres questions. Il y a une question encore sur une technologie avec les panneaux semi-transparents. Est-ce que c'est la même chose que pour les tuiles photovoltaïques? On a la même réponse. Et ensuite, une question sur plus technique. Les exemples qu'on a montrés durant la présentation étaient en été, dans la journée. Que se passe-t-il pour les consommations en hiver? Est-ce qu'on fait le calcul aussi sur la consommation en hiver? Alors, les panneaux semi-transparents, en fait, ce sont simplement des plaques de silicium entre des plaques de verre renforcées. Donc là, ce n'est pas du tout une technologie farfelue, hein. C'est un effet esthétique qui peut être intéressant pour les vérandas. Nous, en toiture, les panneaux sont plus chers, hein, sont un petit peu plus chers. En toiture, on les installe peu. Par contre, en agrivoltaïsme, donc c'est des cultures agricoles avec du photovoltaïque. Là, ils ont des semi-transparents parce qu'il faut que la lumière passe un petit peu et les plantes arrivent quand même à très bien pousser. Elles évitent donc la canicule, le plein soleil. C'est une technologie qui est disponible, qui ne pose pas de problème particulier. Oui, je crois que c'est utilisé parmi les grands vignobles, me semble-t-il. Dans certaines productions agricoles. On n'est plus trop dans le domaine de la maison individuelle, là, mais par contre, c'est une technologie solide. Hein. Ensuite, rappelez-moi. Consommation d'hiver. Pourquoi on prend les consommations en été dans les exemples et pas les consommations en hiver? Dans les exemples que j'ai donnés, c'est des consommations au mois d'avril. Donc, c'est ni l'été ni l'hiver. C'est écrit hein, si vous retrouvez les diapos correspondantes. Donc, elles sont réalistes, c'est-à-dire ce sont des copies d'écran de ce que donne le logiciel intégré à l'onduleur. Hein, aujourd'hui, tous les onduleurs sont capables de mesurer production et consommation. Et vous voyez les dates. Je les ai faites pour préparer ce webinaire. Donc, je les ai faites copie d'écran de production d'il y a 2, 3, 4 semaines, selon ce que j'avais de disponible des clients. Quand vous calculez une autoconsommation, oui, il faut regarder l'ensemble de vos rythmes de consommation. Vous produisez toujours plus de solaire à la belle saison, au printemps, été, automne. Donc, il est préférable de centrer, d'étudier vos besoins à cette période-là, sachant qu'en hiver, quoi qu'il arrive, un jour sur 3, il y aura des nuages. Et puis, quand il y aura du soleil en hiver, de toute façon, vous produirez moins. Donc, d'un point de vue économique, l'autoconsommation solaire répond très bien à des besoins printemps, été, automne. Et en hiver, ça produit moins, donc ça répond moins. Donc, ça a un peu moins d'importance de se focaliser sur les besoins d'hiver. D'accord. On va peut-être faire une ou deux dernières questions. Que valent les micro-onduleurs chinois? Si quelqu'un a une réponse. Peut-être que Yannick peut répondre dans la mesure où on n'a pas, nous, en tant que conseiller, on n'a pas d'avis à donner sur ce genre de questions. Après, peut-être que Yannick connaît peut-être en aparté et pourra vous donner peut-être une ou deux marques d'onduleurs qui fait référence sur le marché. Après, moi, pour ma part, je n'ai pas d'avis à donner sur des micro-onduleurs d'origine asiatique. Yannick? Je ne cite pas de marque, hein, mais on a quelques pannes et quelques problèmes avec ces micro-onduleurs. Alors, une panne n'est jamais un problème pour un installateur compétent qui sait ce qu'il installe. Là où c'est un problème, c'est quand le SAV n'est pas en France. Parce que
Je vais vous citer une marque d'onduleurs qui est la marque historique, deux marques historiques d'onduleurs européens qui sont SMA et Fronius. Ces deux marques-là ont une équipe de SAV en France avec une hotline gratuite, avec des très bons techniciens qui sont capables de totalement diagnostiquer votre installation par téléphone. Ils sont vraiment remarquables. Et il faudrait que quand vous choisissez un onduleur, vous ayez ce support derrière, parce que l'onduleur, c'est la partie fragile, délicate, c'est le centre de votre installation, c'est l'onduleur. Maintenant, tous les onduleurs ont une couche logicielle, donc en plus, ils sont intelligents, ils sont smart. Donc, prenez soin, quand vous voulez choisir un onduleur, de vérifier que le fabricant de l'onduleur, non pas votre installateur, mais le fabricant de l'onduleur, a un service technique avec une hotline d'expertise, parce que ça peut être très technique, l'onduleur, disponible et accessible. Finalement, peu importe la marque, mais faites cette vérification-là. Là, vous ferez la différence. Alors peut-être une dernière question. Donc il y en a deux qui se battent. On va faire, voilà, on va piocher au pif. Donc est-ce qu'il existe une fabrication de panneaux française ou comme il est précisé par notre participant, il n'y a que des assembleurs en France et en Europe. Oui, je suis là. Et en Europe. Donc les cellules ne sont pas fondues en Europe. Donc, ce n'est que de l'assemblage. Avec un plus ou moins taux élevé, vous avez une marque connue en France qui est à Toulouse, qui a une usine, et une autre qui est en Alsace, qui a aussi une usine. Ils dépendent des approvisionnements de différentes sources qui viennent de Chine, de Corée, de Taïwan, de Norvège. C'est un commerce international. Il faut surveiller ce domaine-là. Je suis certain que dans les années qui viennent, ça va évoluer en Europe positivement. On aura un taux d'assemblage qui va aller plus loin dans la chaîne de fabrication. Pour des raisons évidentes, vous avez vu notre dépendance à la Chine quand même. C'est quand même un problème. D'accord. Ben, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Peut-être un mot de la fin de Johannes ou Jérôme. Comme Jérôme a indiqué, je pense que le mieux, c'est de bien étudier, bien prendre son temps pour étudier son projet avec nous, les conseillers faire, mais aussi avec les professionnels référencés comme Yannick. Donc, surtout pas signer quelque chose. Le pire, c'est sur la foire de Marseille. Exact. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et vaut mieux de bien étudier et comparer les propositions pour faire son meilleur choix. Jérôme ? Oui, je le rejoins. Donc, n'hésitez pas, en fonction de votre lieu géographique, pour le pays d'Aix, le pays salonnais, donc ce sera la Maison Énergie Habitat Climat. Et pour Marseille, la Côte Bleue, région de la Ciotat, pays d'Aubagne et de l'Étoile, l'Agence locale de l'énergie du climat. Sinon, vous pouvez bien entendu retrouver en replay cette présentation. Elle vous sera transmise directement sur votre boîte mail. Voilà. Eh bien, on vous remercie de votre attention. Merci de votre participation. Et on se retrouve pour les prochains webinaires qui seront prévus. Il y en a un le 26. Alors, de mémoire à 17h30. Donc, ce sera de mémoire, je peux vous le donner, de mémoire, le 26, sur l'acquisition et rénovation. Voilà, c'est ça, acquisition, rénovation, et un sur la permaculture le mardi suivant, le 26. Exactement. Un sujet un peu hors norme, mais très intéressant aussi. Voilà. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée.